L'apport ici pour les non-résidents, c'est une gestion de risque. On a 4 différences entre les deux systèmes. Si la banque propose un taux qui n'est pas très intéressant, on va dans une autre banque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast sur la chaîne de Sense Properties. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je m'appelle Julien, je travaille au sein de Sense Properties, qui est une agence immobilière basée aux Émirats. Aujourd'hui, nous recevons Dina, spécialisée dans le financement bancaire aux Émirats, qui a accepté de venir répondre à nos questions et à celles qu'on nous pose le plus souvent. Dina, bienvenue. Pour commencer, peux-tu te présenter pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît ? Bonjour, moi c'est Dina, je suis conseillère en financement immobilier aux Émirats Arabes Unis. Merci Dina pour ta présentation. On va commencer à répondre aux questions qu'on nous a posées. Qu'est-ce que tu entends le plus comme idée reçue sur le crédit aux Émirats ? En fait, les deux questions reviennent tout le temps. Et les deux questions viennent des deux extrémités. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible de financer l'immobilier ici aux Émirats pour les non-résidents. Donc ça, c'est pas vrai. Il est possible, il est même très courant de financer pour les expats ou bien pour les non-résidents aux Émirats. Donc c'est possible et il y a évidemment des conditions, des termes et tout. On en parle plus tard. L'autre extrémité, les gens qui pensent que puisque c'est possible de financer à 100% en France, c'est pareil ici. Ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, on a nos règles, nos conditions locales, et puis c'est applicable sur tout le monde. Quand même, c'est assez important comme pourcentage de financement. Pas à 100%, mais c'est possible de le faire. Très bien. On va rentrer petit à petit dans le détail. De toute façon, on a un nombre énorme de questions. Alors, est-ce que selon toi, obtenir un crédit aux Émirats est vraiment compliqué ou c'est simplement mal compris pour la plupart des gens ? C'est définitivement mal compris parce qu'au départ, c'est un peu mal expliqué par les conseillers ou les conseillères de financement de mortgage. Donc, les concepts en général sont les mêmes partout. Donc, il y a des règles universelles pour le crédit, applicables partout dans le monde. Ça ne change pas. On fait partie de ce système mondial de financement. Maintenant, les particularités locales, c'est sûr que ça se varie. Même en France, ça se varie d'une banque à l'autre. C'est ça. Pas énormément, mais ça se varie. Ici, c'est la même chose. Donc, on suit le même parcours avec nos propres particularités, disons, et nos propres conditions et termes, etc. Parmi les règles de base qui sont applicables partout dans le monde, on a la gage, ce qui est la garantie du bien. C'est toujours là, il faut toujours qu'on ait une garantie. Donc ça, c'est notre gage. En France, en Belgique, au Canada, ici, partout dans le monde, c'est la même chose. Deuxième élément du crédit immobilier, c'est la capacité de remboursement. Donc, oui, j'ai cette propriété-là comme gage où la banque a la main mise sur ce bien-là. Voilà, l'hypothèque du bien, quoi. Exactement, ce bien est hypothéqué à la banque, mais ce n'est pas assez. Il faut que la banque s'assure que je suis capable de rembourser le prêt. Et là, ça devient une question de mon revenu, de ma capacité de remboursement. Donc, c'est très important. Donc, ces deux éléments vont de pair. On ne peut pas dire, on met le bien en garantie avec la banque et on me laisse tranquille. Non, ça ne marche pas comme ça. Finalement, c'est un peu comme partout, quoi. Comme partout. C'est ça. Comme partout, exactement. Donc voilà, mais c'est important qu'on rentre dans toutes ces questions qui sont les principales parce que, en fait, beaucoup de gens sont parfois mal informés et tu sais, toutes ces questions passent par des agents immobiliers, des brokers, où chacun a ses informations. Et donc, parfois, la plupart des agents immobiliers... Pas nécessairement les bonnes. Voilà, c'est ça. Il y a des agents immobiliers qui vont dire non, aujourd'hui, on ne peut que faire du plan de paiement pour ceux qui veulent expatrier, qui veulent investir et qui ne sont pas résidents ici, qui investissent depuis l'étranger. Donc, c'est le but de discuter un petit peu de ces points-là. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de mettre la bonne information à la bonne place. Exactement. Parce que si c'était mal placé, donc ça ne sert à rien. Exactement. Donc, ces deux éléments sont partout, sont valides partout dans le monde. Donc, il n'y a pas d'exception. On ne fait pas exception à la règle ici. Le troisième élément qui est aussi important, c'est l'apport. Et ça, c'est une question qui revient tout le temps. L'apport ici pour les non-résidents n'est pas le même pour les résidents. C'est une gestion de risque. Alors, il faut prendre en considération que j'ai un montant de départ. Je dois avoir un montant de départ. Ça, c'est mon apport, plus évidemment les frais et charges. Si on est à Dubaï, on a le DLD, on a la commission de l'agence, on a des frais ici et là. Donc, c'est un pourcentage que les gens doivent
considérer avant de se lancer dans le projet d'achat. D'accord. Pourquoi c'est pas la même chose pour un résident et un non-résident? C'est une pure gestion de risque. D'accord. Un non-résident, Ce que tu disais, oui. Oui, un non-résident, c'est un profil plus risqué qu'un résident. Oui. Aujourd'hui, je suis résidente, j'ai mon salaire. Si je fais défaut, facilement, la banque va saisir mon salaire et se faire payer. Aussi simple que ça. Ok, je comprends. Je suis non-résident, là, ça devient très compliqué. Oui, ça va de soi. Exactement. C'est logique. Donc, puisque c'est un prêt, disons, plus à risque, il y a des mesures pour sécuriser la banque. D'accord. Voilà, c'est ce qui différencie entre les deux statuts, disons, résident ou non. Ok, très clair. Alors, aujourd'hui, pour toi, Dina, quelles sont les grandes différences entre un financement aux Émirats et un financement en Europe? On va prendre large. On a 4 différences entre les deux systèmes. D'accord. Le premier, c'est le ratio de dette versus la valeur, ce qu'on appelle ici LTV, Loan to Value. Ok. Alors, ici, pour les résidents, on peut emprunter jusqu'à 80% pour les salariés. D'accord. Salariés et résidents, on peut avoir 80% de prêt versus une valeur de 100%, évidemment. Donc, mon apport, ça serait 20% plus les frais et charges. D'accord. Tandis qu'en France, par exemple, on peut aller jusqu'à 100%. Oui. Au Canada, c'est 95%. On peut aller jusqu'à 95%. D'accord. De là, il faut faire la part des choses et comprendre ces nuances entre combien je peux emprunter et combien je peux, évidemment, par conséquent, combien je dois avoir pour démarrer le projet. D'accord. Donc, ça, c'est la première différence qui est très importante entre ici et l'Europe en général. La deuxième, c'est le ratio d'endettement. On est très chanceux ici parce que le ratio d'endettement est très indulgent ici. Disons, en France, c'est 35%. C'est ça. Au Canada, on est entre 37 et 42%. D'accord. Ici, on est 50%. Ok, donc Voilà. On est au-dessus, quoi. Voilà. Meilleure capacité. Donc, exactement, on a une capacité d'emprunt plus élevée. Alors, le 50%, ça, c'est la dette versus le revenu. D'accord. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est la deuxième différence. Ok. Alors, pour les gens qui nous regardent, pour expliquer un petit peu, en France, le taux d'endettement, généralement, on est aux alentours de 33%. À Dubaï, ce que nous dit Dina, c'est qu'on peut aller jusqu'à 50%, donc qui est vraiment un delta par rapport à la France. Après, la troisième différence, c'est l'amortissement. L'amortissement, ça, c'est la durée du vie d'un prêt. Ici, on a la règle, qui est une règle de la Banque centrale. En principe, c'est 25 ans ou jusqu'à l'âge de 65 ans. Il y a toujours des exceptions selon les cas, selon le statut, selon le profil de revenu. Est-ce que c'est un indépendant? Est-ce que c'est un salarié? Mais les règles générales, pour nous les expats, c'est 65 ans ou 25 ans le plus proche. Ok, j'ai compris, oui. Donc ça veut dire, par exemple, on peut prendre un crédit. Moi, par exemple, avec mon âge, je peux prendre un crédit sur 25 ans. Exactement. Si ma situation bancaire le permet. En revanche, demain, quelqu'un... Moi, par exemple, ça va être jusqu'à l'âge de 65 ans. Voilà. J'aurai pas 25 ans. Okay. Exactement, tu as tout compris. J'ai compris. Super, super. Donc voilà, l'amortissement, c'est une différence assez importante aussi. La troisième, c'est le taux. Le taux fixe. Ici, on peut fixer le taux pendant 1 an, 2, 3, 4, 5, quelquefois 7 ans. D'accord. Pas plus. C'est pendant cette période-là où le taux sera fixé, figé. D'accord. En France, on peut le fixer sur toute la totalité de la durée. Exactement. Okay. Ici, ça n'existe pas. D'accord. Alors, les gens me demandent souvent, qu'est-ce qui se passe après? Très bonne question. J'allais te le demander. Ouais. Évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Disons, j'ai pris 5 ans. 5 ans et 1 jour, je tombe sur un taux variable. D'accord. Qui est, par nature, plus élevé que le taux fixe. Oui, généralement, ça va dans le mauvais sens pour le bénéficiaire. Sauf dans des cas exceptionnels, comme par exemple pendant la Covid. Le taux variable était vraiment au plus bas. OK. Tout le monde prenait un taux variable. D'accord. Mais règle générale, le taux variable est plus élevé que le taux fixe. D'accord. Maintenant, 5 ans et 1 jour. Bien sûr, avant ça, on conseille le client de voir avec sa banque. Okay. Si cette banque-là est ouverte à lui donner un autre terme fixe.
Si c'est le cas, c'est très bien. Il est content, on est content, il y a rien on ne fait rien. D'accord. Si la banque lui propose un taux qui n'est pas très intéressant, à ce moment-là, on prend le mortgage de cette banque X, et on va dans une autre banque. D'accord. Pour chercher un autre terme de 5 ans ou 7 ans. Ok. Et ça, tu peux aider, toi, les clients, évidemment. Tu l'as déjà fait Bien sûr, on fait tout le temps. Okay. Donc, les gens bougent entre les banques. Ce n'est pas parce que j'ai commencé avec une banque X que je dois continuer avec cette banque-là. D'accord. Je peux prendre n'importe quand. Ce n'est pas seulement à l'échéance. D'accord. En cours de route, il y a des promotions très intéressantes. Pourquoi je paierais 4,5 si je peux avoir 3 ? C'est ça. Ça vaut la peine. Okay. Alors, à ce moment-là, on appelle la transaction buyout. Ok. Et ça, tu peux le faire le nombre de fois que tu veux. Si tu veux le faire sans limite. Sur 25 ans, tu veux le faire 4 fois sur 25 ans, tu peux le faire. Pas de souci. Ok, très clair. Sans aucun souci, sauf qu'il faut considérer les frais. À chaque fois. À chaque fois. D'accord. Donc, je vais nommer juste un élément, c'est que j'ai aujourd'hui mon mortgage avec mon hypothèque avec banque X. Je veux aller à banque Y. D'accord. À l'origine, DLD a enregistré cette propriété-là à mon nom, hypothéquée à cette banque, à la banque X. Ok. Si je veux aller à la banque Y, il faut que DLD réenregistre. Donc il faut repayer les frais. Exactement. D'accord. De DLD les 4 Les 4%. Non, pas les 4%. Le 4%, c'est à l'achat. D'accord. Mais dans le tableau de paiement des frais de DLD, par exemple, on prend DL2 puisqu'on est à Dubaï, il y a le frais de trustee. Oui. Il y a le frais d'enregistrement de mortgage, ce qui est 0,25, je pense. Ok, d'accord. Ces frais-là, il faut les payer à chaque fois que je change. À chaque fois qu'on change. Ok, d'accord. Exactement. Ça le créancier. Ok. C'est pas énorme, ça représente quelques milliers de dirhams. Il faut le prendre en considération. Oui, il faut quand même le comptabiliser. Mais du moins, si quelqu'un fait ça, c'est un produit financier. Généralement, c'est qu'il y a un locataire. Ça peut être aussi une résidence principale, mais c'est qu'il y a un locataire à l'intérieur. Donc c'est calculé, c'est pas méchant pour. Ça dépend. Ça dépend aussi parce que c'est un montant fixe. Si le mortgage est d'un petit montant, c'est pas la peine. Donc, si je dois verser 15 000 et mon mortgage, c'est 200 ou 150 000, ah oui. Ça revient à 10%. C'est énorme. Je comprends. Si mon mortgage est 1,5 million, donc ça revient à 1%. C'est pas grave. Okay. Donc, c'est vraiment calcul. Et moi, je fais ces calculs. Avant de déclencher le processus de buyout, je fais mes calculs. Je partage les informations là avec le client pour lui dire voilà le coût de changement de banque. Ok. Voilà ce qu'on gagne si on change. Si ça offset, ça balance. Exactement. Tu fais le pour et le contre. Donc c'est vraiment cas par cas. C'est très difficile de dire c'est rentable ou pas. D'accord. Il faut faire les calculs. Oui, parce que les chiffres ne montent pas. Bien sûr. C'est le but d'ailleurs de venir te voir. Exactement. On était tous au calculé. Et on a une autre question. Est-ce que toutes les banques fonctionnent de la même manière ici ? Sur les bases, sur les principes de base, oui. Parce que c'est la Banque centrale qui fait la réglementation. Donc, toutes les banques ici, que ce soit locales ou internationales, sont assujetties à respecter les règles de la Banque centrale. D'accord. Alors, sur les bases, oui, c'est identique. OK. Mais il y a beaucoup de discrétion à chaque banque. Donc, chaque banque a ses propres sets de termes et conditions. Il y a des banques qui ont plus d'appétit au risque contre un taux plus élevé. Il y a des banques qui sont très strictes, mais ils ont un taux d'intérêt plus intéressant. Donc, ça se balance. Ok, non, c'était ça le sens de ma question. C'est aussi qu'est-ce qui va me faire choisir une banque plutôt qu'une autre. Voilà. Généralement, c'est toi qui oriente, je suppose, selon le profil de la personne. Exactement. D'accord. Ça, c'est, disons, pas mon premier ou ma première tâche, c'est la deuxième. Ma première, c'est avoir les informations nécessaires, poser les bonnes questions, dessiner un profil du client. Ensuite, c'est à moi de voir c'est quoi le parfait fit. Mmh. La banque qui lui correspond. En fait, c'est un petit peu comme moi dans l'immobilier. En fonction des critères, des objectifs de mon client, s'il veut faire de l'investissement locatif, par exemple, l'amener sur un endroit le plus performant qui correspond à son budget et ce qu'il a comme projet. Toi, du coup, de ce que je comprends, c'est à peu près la même chose. En fonction de la personne, dans quel domaine il travaille, s'il est résident ou non, et je pense plein d'éléments, s'ils sont mariés, etc. Exactement. Le profil, tu vas l'amener dans une banque plutôt qu'une autre. Exactement. Normalement, quand je fais l'offre, j'offre 3 solutions. D'accord. La solution parfaite,
la solution acceptable et la solution dernier recours. Ok. Donc voilà, ça c'est mon rôle. D'accord. Et évidemment, ce que je fais avant d'entamer le processus avec la banque, je discute avec mon client. Les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. D'accord. C'est pour prendre une décision en connaissance de cause. Ok, très clair. Voilà. Donc, pour juste donner un petit exemple, une solution que tu appelles dernier recours, parce que je suppose que la première proposition, c'est la meilleure à tous les niveaux que tu peux les proposer, mais dernier recours, ça serait quoi, par exemple Si on ne passe pas, par exemple, ou si... si on est refusé, si le dossier est refusé, ou bien s'il y a un élément qui est très important pour le client, mais n'est pas offert par cette banque. D'accord. Donc, on me dit non, moi, cet élément-là, c'est super important pour moi. D'accord. Je donne un exemple anodin comme ça. Il y a des banques qui n'offrent pas ce qu'on appelle le partial. Donc, ça veut dire un paiement qu'on peut appliquer chaque année en plus de la mensualité, et ça va directement au capital. D'accord. Il y a des banques qui nous donnent 1%, et il y a des banques qui nous donnent 30% par année. Alors le client me dit non, moi je reçois un boni très important et je veux le mettre directement sur mon hypothèque pour le réduire. D'accord. Alors si je vais avec la solution parfaite, mais cette banque-là n'offre pas cette option, le client me dit non, je ne peux pas le prendre, donc on va au suivant, etc. Alors, il y a d'autres questions qui sont venues, mais pourquoi le statut de résident aux Émirats est important aux yeux des banques? On sent qu'il y a vraiment plus un avantage quand on est résident que quand on ne l'est pas. La plupart des gens qui sont à l'étranger n'arrivent pas à se faire financer ici. Donc, avant de commencer à expliquer pourquoi, je veux mettre, il y a un bémol sur la définition de résident ou non résident des deux côtés. Donc, un résident côté immigration, c'est quelqu'un qui a le visa. Golden Visa ou peu importe, c'est un résident. Ok. Pour la banque, plus spécifiquement pour le crédit immobilier, un résident, c'est celui qui gagne sa vie, son revenu des Émirats. D'accord. Voilà. Okay. Donc, quelqu'un qui a le Golden Visa, parce qu'il a un bien de 2 millions et plus, mais il continue son travail en France, son revenu vient de France, ou Belgique, ou Suisse, ou de l'extérieur des Émirats en général, ça serait un mortgage ou une hypothèque pour les non-résidents. D'accord. Okay. Donc, ce qui fait foi de ça, c'est la source de revenus. D'où ça vient? De l'intérieur, résident, de l'extérieur, non-résident. Ça ne bouge pas. Ok, c'est important de nuancer comme ça, parce que ce n'est pas la même vision auprès de la banque. Exactement. Donc maintenant, on reprend la question. Pour les résidents, c'est une question d'abord légale. Okay. Moi, je suis salarié, je suis résident. Je fais défaut de paiement en très peu de temps. Avec l'ordre de la cour, la banque peut saisir mon salaire et se faire payer, ultérieurement saisir la propriété. On est sur la même ou dans la même juridiction. On est dans la même zone géographique que la banque. On est tous sous la même loi. Ok, oui, donc c'est plus facile pour la justice de saisir directement et de régler le litige. Voilà. Je pense que du coup, pour un étranger, c'est pas possible ou c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Forcément. Alors, chercher le paiement de l'emprunteur pour des paiements... si on part en procédure internationale, c'est plus compliqué. Donc, ça implique beaucoup de charges légales. Donc, des avocats, des choses comme ça, c'est pas la peine. D'accord. De là, on est plus strict dans le sens que l'apport est plus élevé des non-résidents. La logique est simple. Je suis non-résidente. Mon apport, c'est 40%. Je serai beaucoup plus réticente à faire défaut parce que j'ai quand même 40% investi dans ce bien-là. Je ne laisserai pas la banque la saisir. Je comprends. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, toi, quel est ton rôle dans tout ça pour les résidents ou non-résidents? Comment tu aides ces gens? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que tu fais à ce niveau-là? Mon rôle commence par l'introduction. De deux côtés, je m'introduis à mon client et mon client s'introduit. Et donc, le premier appel, normalement, ou la première rencontre, que ce soit physique ou par téléphone ou Zoom, c'est pour les informations.
D'accord. Alors, je prends les informations nécessaires, je donne les informations nécessaires, j'explique les choses de base, mais les choses qui sont nécessaires pour mon client. Donc, je ne donne pas tout parce qu'il n'est pas concerné et on ne veut pas submerger le client avec des informations qui ne sont pas nécessairement utiles pour lui. Donc, je donne la portion nécessaire et utile d'informations à mon client. Donc, ça commence par là. Ok. C'est la phase des documents. Donc, je demande les documents de base. Partout dans le monde, on a presque la même chose. Ok. Si on cherche un tout petit peu derrière les noms, parce que les noms changent d'un pays à l'autre, mais les fonds sont les mêmes. Donc, D'accord. que je dis talon de paye ou pay stop, ou je dis, c'est la même chose. Bon, oui, c'est les revenus, quoi. Exactement. Voilà. Donc, je cherche, le client me fournit ses documents. Après, j'établis un profil D'accord. et je fais l'offre Ok. que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc, une offre de 2 ou 3 banques. Voilà, dans ta Jamais tête, plus que ça 3. t'aide dans ta tête déjà à réfléchir Exactement. sur quelle banque la mettre. Exactement. Ok. Exactement. Normalement, avec l'expérience, à partir de la 4e minute, je sais où aller. Normalement. Ok, normalement. d'accord. À moins que j'ai des éléments que le client n'a pas mentionnés. Ça, c'est autre chose. Mais en général, dès les premières minutes, je sais où aller et comment tailler l'offre à mon client. Ensuite, on fait la demande. Je fais le suivi avec les banques. On obtient le pre-approval, ce qui est la préautorisation. Donc, abréviation préauth. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un préauth. Préautorisation. Donc, c'est une approbation en principe. Ok. Ça veut dire quoi? C'est un engagement légal Ok. de la banque. Moi, je suis banque X, je m'engage à donner à la personne Y un montant tant pour acheter un bien sans précision. Ok. Alors, on ne touche pas au bien, on touche à la capacité d'emprunt. Donc, la banque a bien vérifié, a bien confirmé que oui, ce client est solvable et elle est prête à lui donner ce prêt-là, à financer ce bien-là. Ok. Voilà. C'est pas mal, ça, c'est avantageux parce qu'après, le client dans ses recherches, il sait exactement jusqu'où il peut aller. Ça peut accélérer beaucoup de choses si demain on veut trouver vraiment un bien qui est dans son budget. Côté vendeur, moi je parle côté agent immobilier, mais côté vendeur, c'est comme si on avait un chèque en fait sur la table de ce montant-là, quoi. En fait, je dirais un peu plus qu'avantageux, c'est nécessaire. D'accord. C'est nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les clients s'assurent que oui, j'ai le financement, j'aurai le financement. Donc c'est bien. C'est bien pour vous, les agents immobiliers, parce que vous ne voulez pas perdre votre temps. Parce qu'on sait, les Émirats, c'est très intéressant. Tout le monde veut acheter aux Émirats. Est-ce que c'était tout le monde qui sont qualifiés pour acheter? Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Alors, on a beaucoup de gens qui font du shopping. Et c'est une perte de temps et d'énergie. C'est vrai. Alors, c'est bien pour vous également. Troisièmement, pour le vendeur aussi. Parce qu'un vendeur qui a une offre, disons, son bien, c'est à 2 millions. Et il a une offre de quelqu'un qui a le pre-approval à 1,9 et quelqu'un qui n'a absolument rien entre les mains, mais à 2 millions, il est beaucoup plus ouvert à accepter le 1,9 parce qu'il sait que ça va aboutir. C'est ça. Mais ici, c'est juste gambling. On ne sait pas. C'est ça. En fait, c'est un petit peu comme en France, si je devais comparer, un achat sans condition suspensive de financement. Ouais. C'est la même chose que de se dire on signe une promesse de vente. Bon, en France, c'est fait différemment, mais Oui. on signe une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention du crédit. Et là, à ce moment-là, on n'est jamais sûr tant que c'est pas levé. Donc, je vois ce que tu veux dire et ça réconforte beaucoup les gens ici. Voilà. On peut même avoir parfois des vendeurs qui l'exigent dès le début. Ouais, c'est ça. Exactement. De plus en plus d'ailleurs. De D'accord. plus en plus, je vois des clients qui me reviennent. J'ai besoin de pre-approval très rapidement parce que le vendeur a accepté mon offre verbale, mais il ne veut pas signer si je n'ai pas le pre-approval. Je comprends. Mais même moi, en tant que conseil, franchement, je dirais en amont, il nous faut cet élément parce que sinon, comme tu dis, on perd tous notre temps et c'est dommage. Oui. On obtient le pre-approval. Généralement, c'est valide pour 60 jours. Il y a des banques qui le limitent à 30 jours. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire Après, on peut à extension. ok. Exactement. Donc, la règle générale, c'est 60 jours. Pendant ces 60 jours, c'est à toi. C'est ton client. Ok. Alors, tu fais le shopping, tu fais des visites, etc., etc. Moi, je ne fais absolument rien. Je suis spécialisée dans le crédit immobilier.
D'accord. Je ne touche pas l'immobilier en tant qu'immobilier ou transaction autour de l'immobilier. J'ai compris. C'est pour ça qu'on travaille ensemble d'ailleurs, hein, c'est pour qu'on soit partenaires. Hein. Oui, exactement. Donc, je ne donne même pas mon opinion sur un bien qui est rentable ou pas rentable, c'est à toi. Ok. Une fois les visites et tout, l'offre est déjà signée, le forme F, je reprends le client. Ok. Je reprends le client pour closer le deal, pour fermer le dossier. Ok. Fermer, ça veut dire débourser. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, on fait l'évaluation, évidemment. Après, il y a des conditions dans le pre-approval. On voit que c'est correct. On met le dossier à jour. Et puis, la banque procède pour le débourser. Déblocage des fonds. Voilà. Ok. Donc, un bien à 2 millions, la banque finance 80%. C'est la banque qui va donner un chèque de 1,6. Ou bien, elle va prendre les 400 de ton compte et faire un chèque. D'accord. Parce que ce sont des technicalités qui varient d'une banque à l'autre. D'accord. Alors, on fait le débourser. La banque débloque les fonds. Le chèque est adressé au vendeur. On transfère la propriété avec des LD. On reçoit le title deed. Et voilà, tout le monde est content. Ok, magnifique. Bon, au moins, c'est très clair. On voit que donc, de A à Z, j'accompagne mon client depuis l'idée du projet jusqu'à qu'il devient le propriétaire de son bien. Donc, c'est vraiment un parcours complet. Ça, c'est une chose que je fais. C'est au-delà des tâches ordinaires d'un conseiller en mortgage, en crédit immobilier. Mais moi, ça, c'est ma façon de le faire. Parce qu'anciennement, j'étais banquier privé. D'accord. Donc, j'ai eu l'habitude d'avoir une approche globale. C'est pas découpé. Bon, voilà, je fais le crédit, je m'occupe pas de ce qui est autour de ça. Pour moi, un client, c'est vraiment un ensemble, surtout les finances. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que nous, on le remarque, un client, peu importe le domaine dans lequel on est, mais nous, dans les domaines confondus qu'on a, l'expérience qu'on veut faire au client, c'est ce que tu parles, c'est donner une expérience complète. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on fait en plus et c'est comme ça, généralement, qu'on se démarque. En l'occurrence, que tu te démarques avec tes clients. Même j'aborde le sujet de testament, ce qui n'est pas du tout parmi ni mes tâches, ni rien du tout. Ouais. C'est vraiment très loin même. Mais je veux m'assurer que le client est protégé. Ça, c'est une question très sensible. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent que un testament en France est applicable en France. Un testament ici, c'est applicable ici. Donc, si j'ai un bien ici et je meurs, c'est la règle de Shahira qui va être applicable. D'accord. Donc, même si j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui sont normalement mes héritiers, mais il y a des particularités selon la loi de Shahira. D'accord. Donc, il faut absolument insister sur ce point-là, ou moi, en général, j'insiste sur ce point-là. Avez-vous un testament? Oui, très bien. Vous êtes protégé. Votre famille est protégée. Vous n'avez pas de testament? Faites-en un. Oui, faites-en un. Ouais. Faites-en un. Pour évidemment la protection de la famille et les héritiers. D'accord, ok, ouais, parce que pour par exemple un investisseur étranger qui est investi à Dubaï, s'il n'a pas fait de testament local, il peut y avoir un souci. Voilà. Ok, très clair. Voilà, ça c'est un élément, ou l'élément par exemple d'épargne. Là aussi, je guide. Généralement, parce que je suis dans le métier, je suis dans le domaine, je connais les banques, etc., je donne mon opinion. D'accord. Parfois, c'est emprunter est plus rentable que utiliser son argent. Et si je fais un crédit à 4% et j'ai un investissement à 6%, donc mon net de départ, c'est 2%. Exact, ok. Voilà. Donc là aussi, il y a une partie d'éducation. Alors, on n'est pas tous nécessairement bien avertis ou bien conscients à la réalité financière. Donc, il y a ce concept, c'est un peu ancien, mais il est toujours là que moi, j'aime pas la dette. Ok. On l'entend partout. Ouais. Par définition, le mortgage, le crédit immobilier, c'est la seule dette qui n'est pas vraiment une dette parce qu'il y a une équité et la gage gagne de la valeur au fil des ans, au fil des jours. C'est vrai. Surtout à Dubaï, en plus, à une grande vitesse. Même en France.
Oui, oui, bien sûr, mais C'est partout. parce que partout. à Dubaï, l'immobilier monte très Voilà, vite. ça monte plus rapidement, mais au moins c'est stable, donc ça perd pas de la valeur. Si j'achète une voiture, sa valeur aujourd'hui 100 000, en sortant de la concession, elle devient 90 000. Bien sûr, minimum 80. On va avoir À la sortie, à la porte. Ouais, je voilà. sais. Tandis que la maison, c'est pas ça. Ouais. Donc pour cela, c'est très important et de faire appel au crédit et investir son argent. D'accord. Au lieu de les mettre à acheter cash, c'est très simple, oui, mais c'est pas rentable. Je comprends. Ok, très clair. Alors, on va avancer un petit peu sur les autres questions qu'on a reçues. Alors, on a un petit peu développé déjà pour le financement pour les non-résidents. Donc, tu nous as dit que c'était possible. Quel type de projets sont finançables pour un non-résident? Pour les non-résidents? Oui. En général, les banques préfèrent les projets déjà prêts. D'accord. Où on a la note de livraison. Ok. Donc, les deux sont très bien reçus, aucun problème. Même, on peut commencer le dossier à la réception de la note de livraison. Parce que normalement, entre la note de livraison et la livraison elle-même, il y a presque 60 jours. Oui, il y a un délai, bien sûr, de 2-3 mois. Ouais. Voilà, 2-3 mois. La minute où on a la note de livraison, on peut déclencher le dossier sans aucun problème. Pour les non-résidents, évidemment, la balance qui doit être payée ou financée par la banque, c'est 60%, ce qui est la règle générale, ou la balance due au promoteur, le moindre des deux. D'accord. Donc, si j'ai un plan de paiement 60-40, oui, le financement sera 40. 40%, voilà. Bien sûr. Ok. Si j'ai un financement 30-70, c'est 60. Je ne peux pas payer 70. La banque ne paye pas 70. Oui, c'est ça. Donc, il faudra rajouter 10%. Faudra que Donc, le maximum, c'est 60%. Ou le restant au promoteur, le moindre des deux. Ça, c'est pour les non-résidents. Ok, très clair. Voilà. Donc, jusqu'à concurrence de 60%. Ok. C'est possible. Maintenant, on voit le off-plan. Ça, c'est la grande question, oui, je sais, qui revient tout le temps. Est-ce que les non-résidents sont éligibles à financer en cours de route? Ça veut dire off-plan. Oui. Il y a une seule banque, elle a commencé cette semaine. Ah oui? Oui, oui. Avant, c'était impossible. C'était une option offerte aux résidents uniquement. D'accord, bah tu vois, j'étais pas au courant, donc voilà, je vais l'apprendre maintenant. Okay. C'est tout frais. Tout frais. C'est possible, mais avec 2 promoteurs seulement, un des plus grands. Ok. Et il y a beaucoup de conditions. Ok. Ça, c'est en général. Off-plan, je le laisse, c'est très rare, et une seule banque. Donc, je préfère ne pas trop élaborer sur ce point-là parce que ça n'arrivera pas tout le temps. D'accord, bon, c'est que pour 2 promoteurs, donc j'ai bien compris sûrement les plus gros des Émirats, mais juste les conditions, est-ce que tu as déjà une petite idée des conditions? On est à peu près sur la même chose, sur les taux d'intérêt, sur la capacité d'emprunt. Bon, à quel moment on peut rentrer? C'est quand même intéressant. Oui, donc c'est 50-50. Ça veut dire quoi? Il faut absolument que 50% de la construction soit faite. D'accord. Dans mon Dubai Rest, il faut que le projet soit à 50%. Ok. Et le paiement fait au promoteur, 50%. Excuse-moi, je te coupe parce que Dubai Rest, pour les gens qui le regardent, ça ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, ça va être étudié par justement la DLD Dubai Land Department. On va avoir une valorisation de l'état d'avancée des travaux. Et en l'occurrence, donc, sur Dubai Rest, c'est une application qui est managée par le gouvernement. S'ils estiment qu'on a dépassé, ils nous mettent l'avancée des travaux en pourcentage. Donc, on va avoir, là, en l'occurrence, on parlait de 50%. Voilà. Donc, voilà les conditions obligatoires. Donc, c'est 50% minimum de construit. OK. Oui. Et l'autre? 50% payé. Et 50% payé. Voilà. D'accord. Donc, ça nous laisse avec un financement de 50%. On ne peut pas aller avec 60%. OK. Donc, sur un plan de paiement qui est, par exemple, un 30-70 ou un 40-60, on ne peut pas... il faut quoi qu'il arrive, payer 50%. Voilà. Okay. Donc, 50 construction, 50 paiement. La banque qui a annoncé que ça allait ouverte à financer off-plan pour les non-résidents, elle a dit qu'il faut que la livraison soit dans les 24 mois suivants. D'accord. Donc, on ne peut pas financer, même si payer 50, même si la construction 50. Mais la livraison est en 2029, on ne peut pas le faire. D'accord. Il faut qu'on ait en 24 mois ou moins. OK. Mais au moins, c'est bon signe. Ça veut dire que
Oui. Si c'est tout récent, on va dans ce sens. Exactement. Et donc, sûrement qu'à l'avenir, on va de plus en plus pouvoir développer le financement offline. Exactement. Et comme tu sais, ici, le gouvernement est très dynamique. Et il s'adapte d'une vitesse vraiment formidable. Sur le monde entier, ouais, donc, bien quand sûr. il y a un besoin, on fait les études du marché, on fait la faisabilité, on fait les études des règles, etc. Et puis, on prend la décision et c'est valide immédiatement. Donc, c'est une très, très bonne chose. Donc, s'il y a une banque qui a ouvert ce chemin, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont suivre. Qui vont suivre, bien sûr. C'est sûr et certain. Et surtout, aujourd'hui, si tu me dis que c'est avec 2 promoteurs, demain, dans un an, ce sera peut-être avec 10 promoteurs. Exactement. Ça va se développer. Donc, c'est bien, oui, c'est intéressant. Tout à fait. Donc, voilà le off-plan. Voilà les conditions, enfin, pas les conditions, mais voilà les options pour les non-résidents. Donc, soit prêt, D'accord. soit à la livraison. OK. Soit prêt, soit à la livraison. OK. Et potentiellement bientôt Potentiellement pour le off-plan. OK. C'est possible. Très clair. Oui. Quels sont les critères qui sont le plus regardés par les banques pour les non-résidents? Qu'est-ce que les banques vont regarder le plus? Encore une fois, c'est une gestion de risque. Donc, la banque va regarder la traçabilité des fonds. Je veux voir d'où vient votre argent. D'accord. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Donc, on va chercher les relevés bancaires. Toute transaction inhabituelle sera prise en considération. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? D'accord. Voilà. Donc, moi, je dis toujours à mes clients, si vous le croyez, c'est sûr que la banque va le croire. Si vous savez que ça, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Comme j'ai un salaire de 3 000 euros, mais j'ai dans mon compte bancaire de saving de 3 millions. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Ouais, mais ça va de soi. C'est ça va de soi, et c'est logique. Et c'est un peu comme dans tout d'ailleurs. Quand on croit un petit peu à quelque chose, généralement les choses vont bien se passer. Et quand on n'y croit pas, c'est que derrière, il n'y a pas de fumée sans feu, et qu'il y a bien quelque chose qui cloche quelque part. Exactement. Mais si tout est cohérent, tout est logique, les résultats sont logiques et les conséquences reflètent la réalité, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient rejeté ou refusé pour un financement pour les non-résidents. Donc, on a la source des fonds qui va être examinée et la preuve de revenus. Là, ça me ramène à une question très importante. Il y a des gens qui vivent de leur loyer. Oui. J'ai 3 appartements. Ça me génère un profit net de 3 000 euros par mois. Je vis de ça. Alors? Malheureusement, ce n'est pas possible pour l'instant. Ah mince, ok, d'accord. Donc quand on a des revenus locatifs... À moins que la personne a une entreprise de gestion de propriété, à ce moment-là, il devient autonome et il sera qualifié en tant qu'autonome. Donc, la balance nette de ses loyers sont les mêmes que les revenus de l'entreprise. Et puisqu'il est solo propriétaire, ça devient ses propres. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que pour les revenus locatifs des gens qui investissent en immobilier, si ces biens immobiliers appartiennent à une société, c'est plus facile. Mais si c'est des revenus qui sont directement perçus personnellement, c'est... d'accord. Il y a beaucoup de conditions là-dessus. Beaucoup trop même pour nous, je veux dire, pour les résidents, le revenu de loyer net, il n'y a que ça. Je pense qu'il y a une seule banque qui le prend. D'accord. Et il y a un minimum. Donc, je ne me souviens plus des détails, mais 1 million net minimum, et 10 propriétés minimum. Ou quelque chose 1 million comme ça. de dirhams. Oui, 1 million de dirhams de loyer. D'accord. Donc, à peu près 250 000 euros par an. Oui, c'est taux de change 4,3. Oui, c'est ça, 4,3. C'est un peu moins que ça. Mais mais c'est pour avoir une idée. Qu'est-ce qui bloque le plus souvent pour les non-résidents, on est toujours dans les non-résidents, on parle pour ces gens. Qu'est-ce qui bloque le plus souvent un dossier où c'est intransigeant, ça ne passera pas? Ce qui revient tout le temps, c'est l'avantage fiscal qu'on cherche en France et on se fait attraper ici. Ça veut dire quoi? J'ai une entreprise en France, ma propre entreprise, je me verse un salaire au minimum, donc 2 000 euros. Pour éviter de payer plus de taxes et d'impôts. Ici, la banque va me qualifier sur mon revenu. Mon revenu, c'est 2 000 euros. Donc, c'est même pas 10 000 dirhams, ce qui est en dessous du seuil minimal d'un revenu. D'accord. Voilà, ça revient tout le temps. Donc, en fait, le scénario, le scénario
d'économiser des taxes et des impôts en France, c'est un impact ici. Un impact grave ici. Okay. Et ça rend le client non éligible pour un prêt ici parce que son revenu est en bas du seuil minimal. J'ai compris. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, pour les Français, par exemple, parce qu'en France, il y a beaucoup de taxes qui font l'optimisation fiscale, c'est problématique ici. Mais en soi, en France, c'est un petit peu aussi la même chose. Tu vois, c'est sur ceux qui optimisent leur impôt sur les revenus. Tu sais, vu qu'on peut s'endetter, c'est pareil, à hauteur de 33%. Si on va acheter une résidence principale, qu'on arrive avec un avis d'imposition très faible, la banque ne prête pas, malgré que derrière, on ait fait une optimisation. Les seuls qui passent, ce sont les salariés des grandes entreprises où on ne peut pas jouer avec les salaires. D'accord. Et là, il faut qu'on ait un salaire de minimum 10 000 euros par mois. D'accord. Que ce soit seul, que ce soit avec sa femme ou son époux, ça me prend 10 000 dirhams, l'équivalent, 10 000 euros, pardon. C'est l'équivalent de 40 000 dirhams, ça c'est le seuil minimal. D'accord. Mais si je veux acheter un bien ou mon client veut acheter un bien à 6 millions, c'est sûr que la 40, non, ça passera pas assez. Évidemment. Voilà. Okay. Mais le seuil minimal de salaire éligible pour les non-résidents, c'est l'équivalent de 40 000. Voilà, à peu près 10 000 euros de revenus. Oui. Ok, d'accord. Pour se qualifier pour un petit achat. Ok. Voilà. Très bien. Plus l'achat est important. Donc c'est quand même, il y a quand même un minimum à avoir. Quoi. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Non, parce qu'il y a des gens qui vivent très bien avec 5-6 000 euros par mois, mais voilà, qui ne seraient pas éligibles au financement ici. Quoi. Non. Ok, c'est clair. Est-ce que selon l'origine des pays ou la devise, il y a une différence au niveau des banques ici pour quelqu'un qui n'est pas résident? Voilà. Est-ce que c'est mieux d'être français, belge, suisse ou d'autres pays qui sont impactés plutôt dans l'autre sens? Oui, en fait, tous les pays ou toutes les devises, les fortes devises, disons dollar, euro, British pound, ainsi que les devises indexées au dollar, il n'y a aucun problème. Okay. Le problème vient quand les gens sont payés d'une devise volatile, d'un pays qui n'est pas stable, d'un pays sanctionné ou définitivement, un pays de guerre, il est impossible d'avoir un crédit. D'accord. Donc, quelqu'un qui vient, je ne sais pas, dans un pays où il y a la guerre aujourd'hui, ici, les banques ne vont pas lui accorder ce crédit-là. D'accord. Donc, plus généralement, pour les Européens, quand même, on n'a pas de souci. On est plutôt du bon côté. On n'a pas de souci. Même les pays qui sont sanctionnés, parce que ça dépend aussi, qu'est-ce que ça veut dire la sanction. Oui. Il y a la liste américaine. Est-ce que toutes les banques suivent la liste américaine? Pas nécessairement. D'accord. Donc, on a une liste locale et on a une liste internationale. La liste internationale, malheureusement, c'est la liste américaine. Il y a 2 ou 3 banques qui la suivent très strictement. Il y a 3 banques internationales qui la suivent. Donc, ils sont obligés de suivre. Okay. Les autres, ils ont un peu plus de latitude. Mais si un demandeur d'un pays sanctionné, on a quand même une possibilité de discussion avec la banque. D'accord. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ok. Alors, c'est toujours bien de donner un petit peu d'exemples. Est-ce que tu as un exemple d'un non-résident où tu as réussi à avoir un financement pour lui et qui pensait que c'était impossible? Parce que beaucoup de gens, encore une fois, pensent que c'est pas possible de se faire financer si on n'est pas résident. Est-ce que tu as un exemple à nous donner où tu as réussi à avoir justement un financement pour un non-résident et il pensait que c'était pas possible? Donc, en fait, oui, c'est un investisseur français qui a pensé que c'est pas possible de prendre un crédit immobilier parce qu'il est autonome, sa propre entreprise, il ne se verse pas un salaire avec un talon régulier classique, donc il a pensé que c'est impossible d'avoir le crédit. Après, c'est son agent qui m'a approché pour lui expliquer, effectivement, il est éligible. C'est sûr qu'on a besoin de plus de documents pour supporter ce qu'on dit. Et tout était là, les bilans comptables, les relevés de comptes, etc. Tout était nickel. Donc, ça s'est passé très, très bien. Donc, il a acheté 4 appartements
Ah pour oui, d'accord. investissement à GVC. Donc, on a financé le premier à 65%, les trois derniers, les trois autres, c'était financé à 60%. Donc, tout est D'accord. loué maintenant. C'est un exemple très... C'est un bel exemple, parce que pour quelqu'un qui pensait pas pouvoir se faire financer, il a financé 4 appartements. C'est Oui. pas un seul, c'est 4. Oui, Ok. oui, c'est un projet, donc à 60% chacun. Et puis le premier, on a réussi à avoir une exception pour financer à 65%. Donc c'est faisable, c'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est tout est clair, tout est correct. D'accord. Mais si on commence à, disons, à chercher des éléments à gauche, à droite, puis une partie mon salaire n'est pas assez, je dois prendre des dividendes, c'est pas toujours facile et direct. Ouais, je comprends. Donc, chaque dossier a ses difficultés, évidemment. Ok. Mais avec cet exemple, on a bien réussi à monter un dossier structuré, bien soutenu, c'était carré, puis il a eu le financement. Bon, magnifique. C'est bien parce qu'au moins on peut montrer que pour les étrangers, on peut avoir justement un financement aux Émirats. Et c'est souvent et de plus en plus des sujets qui reviennent sur la table. On parle aussi souvent, et de plus en plus en ce moment, de sociétés étrangères qui veulent investir directement, en l'occurrence en France, parce que parfois il y en a qui veulent faire de l'optimisation fiscale ou qui génèrent des bénéfices directement de leur société. Qui veulent détenir une société ici pour faire de l'investissement à Dubaï. Mais pour rentrer un peu plus dans le montage, on va dire, une société française qui détient une société à Dubaï, d'accord ? Est-ce qu'il est possible, dans ce cas de figure, de se faire financer directement pour une société qui est à l'étranger, qui investit ? Dans ce cas-là, ce n'est plus un prêt pour particulier. Ce n'est pas un prêt résidentiel. Exact. C'est vraiment un prêt commercial. Exactement. Donc, le commercial a ses propres règles et termes et taux et conditions et documents. D'accord. Donc, c'est complètement différent. Pas toutes les banques sont ouvertes à ce genre de financement. Mm-hmm. Il y a des banques qui sont très fortes, il y a d'autres qui sont très hésitantes, mais c'est faisable. D'accord. Grosso modo, c'est faisable. Exactement, oui, c'est ça. Oui, l'essentiel, c'est de dire oui, c'est faisable. D'accord. Évidemment, une compagnie qui vient tout juste d'être ouverte, c'est pas possible. C'est évidemment. Comme en France. Donc, surtout ici à Dubaï, le nombre d'entreprises qui s'ouvrent et qui ferment est très élevé. Oui, ok. Donc, il y a des restrictions aussi sur la nature de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait ? D'accord. Si c'est une entreprise dans disons, ce qu'on appelle food and beverage, c'est une industrie très à risque. D'accord. Ça nous prend 4 ou 5 ans. Si c'est une entreprise dans le même domaine, qui fait de l'investissement immobilier. Exactement. À ce moment-là, on va supporter l'entreprise locale par son historique dans le pays d'origine. D'accord. Pour montrer qu'elle était... elle est déjà dans le métier, elle performe dans ce... Exactement, elle était performante au départ. Et puis mais c'est sûr que ce sont des cas commerciaux. Ils ont leur département, on le fait. D'accord. Avec des conditions et des termes spécifiques. Okay. Mais c'est faisable. D'accord. Et tu peux aider ces gens... Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. OK. Et comment les banques, du coup, on va rentrer quand même un petit peu dans le détail, comment elles analysent une société étrangère pour dire oui ou non sur un financement ? Bon, il faut comprendre une chose, qu'au départ, les banques ne prêtent pas vraiment à l'entreprise. D'accord. C'est aux humains derrière. Okay. Donc, surtout pour les jeunes entreprises. Donc, on va prendre les partenaires, les actionnaires comme garants. D'accord. Donc, oui, c'est un prêt commercial, mais endossé, garanti par le personnel. D'accord. Parce que vous savez, quand c'est une entité commerciale, l'endettement et la collection des dettes est complètement différente que sur le particulier. Sûr. De là, il y a des conditions spéciales. Comme je vous ai dit, pas toutes les banques sont ouvertes au pied d'égalité à ces financements. Alors, on va examiner l'historique de l'entreprise, on va examiner les états financiers de l'entreprise, son revenu, son bilan audit. Oui. On va aussi prendre en considération les particuliers derrière cette entreprise-là. D'accord. Comment les banques, elles analysent justement une société étrangère ? À partir de quoi elles prennent leur position ? Quels sont les points positifs, négatifs ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ?
Donc la banque va commencer par la société mère. Appelons-la la société mère, la société dans le pays d'origine. D'accord. On va examiner cette entreprise-là. Ses états financiers, ses livres, ses relevés bancaires, etc. Aussi, on va prendre en considération les humains derrière l'entreprise. Les dirigeants de la société. Voilà. Ou les actionnaires, pas les dirigeants, les actionnaires. Les actionnaires, surtout les actionnaires, parce que les dirigeants peuvent être des salariés. Oui, ok. Voilà, donc les actionnaires. D'accord. Donc, pour les PME, on va examiner les deux côtés. Et évidemment, on va considérer l'historique de l'entreprise ici, parce que c'est ça le bout qui nous concerne le plus. On va le supporter par l'historique à l'étranger, mais on va voir est-ce que cette entreprise-là est rentable ici, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle génère un revenu ou des revenus. Donc, ça va être pris en considération. Maintenant, si on parle d'une grande entreprise, disons Sanofi. Elle va avoir un crédit pour avoir une base à Dubaï. C'est sûr qu'on ne va pas regarder les actionnaires. Bah oui. C'est l'entreprise elle-même, mais c'est un marché assez niche, mais c'est faisable. Ok. Alors, pour être un peu plus clair, est-ce qu'une entreprise en France, par exemple, décide demain de commencer à investir aux Émirats, à Dubaï, d'accord ? Investir ou opérer ? Investir dans l'immobilier. Ok, d'accord. Okay. Ah, donc c'est une société immobilière française qui va investir, avoir un bureau ici. Exactement. Okay. Donc, on crée par exemple une SPV ici, d'accord, une société ici qui sera détenue par la société en France. La société qui vient d'être créée n'a pas d'activité ici. Elle est juste société fille de la société en France. Est-ce qu'il est possible que dans ce montage-là, il y ait un financement qui soit obtenu je dirais pas mal complexe et pas mal difficile, voire, je ne vais pas dire impossible, mais c'est très rare d'accepter de financer une entreprise qui n'a pas de revenus ici, qui n'a pas d'historique. Donc, elle est très, très jeune. Il faut attendre au moins 2 ans. Okay. 2 ans, j'aurai 2 années de Audited Financial Statement, j'aurai 2 années de preuves d'activité et de rentabilité et de stabilité. D'accord. Le mot-clé dans tout ça, que ce soit sur le particulier, que l'entreprise, c'est la stabilité. Ok, donc dans ce cas, dans cette configuration, par exemple, si on voudrait qu'elle se fasse financer, il faudrait qu'elle opère 2 ans en fonds propres, par exemple. En général, mais quand même, si c'est une grande entreprise et on a la preuve qu'elle génère beaucoup de profits en France, probablement on passerait sous exception. D'accord. Parce que qu'est-ce qui garantit que la filiale d'ici performe à la même hauteur que la filiale française? Oui, il n'y a pas de garantie. C'est ça. Le marché est différent, la clientèle est différente, tout l'environnement est différent. Donc, il n'y a pas de garantie que je suis performant là-bas, que je serai performant ici. C'était le sens de ma question. Et donc, justement, un cas où on veut une valeur sûre, c'est performer ici, par exemple, pendant 2 ans, en commençant à acheter en se positionnant sur du off-plan, par exemple, et bon, peut-être faire un audit déjà au bout d'1 an, voir si on peut se faire financer à ce moment-là, parce que l'entreprise détient déjà des biens immobiliers. Peut-être qu'elle a acheté en fonds propres du secondary market, donc il y a déjà des rentrées de loyers qui rentrent. Et donc, à ce moment-là, on a déjà un bilan pour dire, voilà ce qu'on a voici nos performances, quoi. D'accord. Mais il faut se rappeler que l'industrie d'immobilier est une industrie restreinte. Donc, déjà, on commence par un terrain très difficile. D'accord. Donc, même les agents, très peu d'agents réussissent à avoir un crédit immobilier. Très peu. Okay. À moins qu'ils soient salariés pendant 1 an, etc., un salaire assez élevé, etc. Donc là, c'est une spécificité. Hein. D'accord. Donc, l'immobilier fait partie des industries restreintes, comme food and beverage, comme les joailleries, l'or, et puis l'immobilier. Ce sont des activités un peu restreintes. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, ça sera du cas par cas. Exactement. Maintenant, on parle at large pour expliquer les grandes lignes, peu importe le domaine de... Après, oui, le domaine de l'entreprise, évidemment, tu étudieras du cas par cas. Ouais. Et alors, question, comme pour tout à l'heure, je te l'ai posé pour les prêts personnels. Pour les sociétés, est-ce que le pays d'origine est important aux yeux des banques ici, pour les sociétés mères? Est-ce que c'est important? Donc, oui, la source ou le pays d'origine,
de l'entreprise mère est très important. D'accord. Si l'entreprise mère se trouve dans un pays très réglementé, les choses sont au clair, disons en Europe en général, il n'y a pas de game, il n'y a pas de jeu, on ne peut pas falsifier, on ne peut pas duper le système. En général, oui. Mais si on va dans un pays où la corruption, c'est la monnaie nationale, c'est sûr que non, la banque va hésiter et puis probablement refuser tout crédit. Ok. Bon, en général, pour l'Europe, on n'a pas de... Oui, en général. Okay. Il y a l'index de corruption mondial. Ça sort des Nations Unies ou un des organismes des Nations Unies. C'est l'index de corruption. D'accord. Ok, donc il faut se fier à ça. Oui, la majorité des banques consultent. Okay. On sait que ceux de top, on les a par cœur, mais si on a une question sur un pays quelconque, on peut consulter ce registre. Cet index, plutôt index de corruption, et on voit que, par exemple, les pays qui sont en bas de cet index-là, non, c'est sûr qu'on ne va pas on va pas donner un crédit. Ok, Dina, et si un investisseur qui nous écoute aujourd'hui, il hésite entre investir en nom propre ou via une société, qu'est-ce que tu lui conseillerais de regarder dans un premier temps? Par défaut, c'est à son nom propre. Ok. C'est direct, c'est carré. Le plus facile. C'est le plus facile. Et toutes les banques offrent de financement pour ce genre de personnes, de demandeurs. D'accord. Maintenant, il y a des cas où on n'a pas le choix. Quel est avec la société? Je vous donne un exemple. On veut acheter avec son partenaire de travail. Il n'est pas possible de financer au particulier, au personnel, au non personnel. Parce que ici, ça c'est un point très important. On peut acheter un bien avec n'importe qui. Ok. Sans exception. Il n'y a aucun développeur, il n'y a aucun vendeur qui va te demander c'est quoi la relation entre les deux. Mais pour le financement, c'est toute une autre réalité. On ne peut pas financer avec n'importe qui. D'accord. Et c'est strictement limité à conjoint dans le sens marié. Il faut qu'il soit marié. Marié, d'accord. Pacsé, ça passe pas. D'accord, ok. Conjoint de fait, ça passe pas. Donc, époux, épouse, frères et sœurs, parents, enfants. Ok. Ça arrête là. Ok, sur l'association en nom propre. Pour le crédit. Ok. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Donc, voilà. Ça veut dire demain, il y a deux associés en France qui veulent investir, s'ils ont leur société en France. Ils ne peuvent pas s'associer ici sur le crédit immobilier, ça va poser problème. Exactement. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il faut aller avec l'entreprise. Okay. C'est l'entreprise qui est l'emprunteur. Et eux, derrière cette entreprise-là, ils sont partenaires. D'accord. Voilà. Ou dans les cas où il y a une succession, il y a un regroupement de plusieurs investisseurs, à ce moment-là, la solution, c'est l'entreprise. L'inconvénient, c'est que très peu de banques sont ouvertes à financer ce genre de demande, de crédit. Ok. Donc, le plus simple, c'est investir, c'est avoir le crédit à son nom propre. À son nom propre. Ok, d'accord. Conjointement avec son époux ou épouse, conjointement avec son frère ou sœur, ou avec son père ou sa maman. D'accord. Ça arrête là. Dans un cas où il y a deux personnes qui veulent investir, deux associés, moi je veux investir demain avec un ami. On va prendre quelqu'un qui n'est pas résident, mais voilà, deux personnes qui veulent investir, qui ne sont pas résidents à Dubaï. Comment ça se passe? Est-ce que les banques vont étudier la capacité d'endettement d'un seul des deux, ou elles vont juste refuser le dossier parce que non, moi, dès le départ, oui. je n'inclus pas les deux parce que je sais qu'il y a un qui va être dehors. Mais il y en a un. Donc, sur dès les le deux, départ, on va être calculé. Ça, je discute avec mon client. D'accord. Je prends le plus solide, le plus clair, le plus carré, le profil le plus carré, et on fait tout à son nom. Donc, l'autre partenaire n'apparaît nulle part. D'accord. Nulle part dans le dossier, ni même dans l'acte de propriété. Très important. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire son argent, son investissement n'est pas protégé. Parce que le partenaire qui a tout à son nom, il peut partir parce que légalement, il est seul le propriétaire de tout. D'accord, ouais, c'est important. Très important, c'est une question légale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait un contrat à part chez un avocat, ici à des IFC ou des GM, peu importe. On s'en occupe en interne chez Legal Sense. Exactement. Voilà, donc on fait un contrat à part, légalisé, pour protéger la part d'investissement de la personne qui est en dehors de la transaction. D'accord. Et on sécurise également la personne qui a
le contrat à son nom du financement, parce qu'évidemment, il ne doit pas être seul à rembourser. L'associé ne doit pas disparaître. Ça, c'est dans le contrat parallèle. Ok, d'accord. Devant la banque, devant le gouvernement, devant la loi, c'est un prêt solo emprunteur, solo propriétaire, solo responsable de repaiement. J'ai compris. L'autre personne n'a aucune présence. Ok, d'accord. Ok. Bon, dans ce cas de figure, toujours prendre du coup le meilleur profil des deux. Oui. Et essayer d'avancer. On prend le plus solide et on fait la demande sous son nom. Ok. Oui. Très clair. Ça, c'est identique aussi quand il y a deux époux. Les deux sont résidents, mais il y a, par exemple, un des deux époux qui a des dettes très élevées. D'accord. Ça nuit au dossier. Ok. Ah. Parce qu'on prend les dettes conjointement. D'accord. Alors, quand je vois qu'il y a un qui a beaucoup trop de dettes et va nuire au dossier, même si son revenu est pris en considération, mais le négatif est plus important que le positif, je demande de l'exclure. Je le mets comme co-demandeur. D'accord. Ou bien je ne le mets pas du tout. D'accord. Ok. Ça fait aussi partie de la gestion générale des dossiers. Ok, mais c'est donc c'est bien. Il y a vraiment une grosse étude en amont qui est faite pour que vraiment il y ait le moins de rejets ou de refus possible, quoi. Exactement. Alors, on peut parler aussi, puisqu'on a fait le point un petit peu sur les non-résidents, que ce soit les personnes qui veulent emprunter en nom propre ou les sociétés, mais il y a aussi également les résidents. Surtout nous, on a quand même de plus en plus de clients qui sont maintenant résidents. Donc tu as fait la nuance tout à l'heure entre le résident et la provenance des fonds. On a parlé des non-résidents, que ce soit le côté pro comme perso, si je peux dire comme ça, donc le côté emprunté en nom propre ou par les sociétés. Mais on a aussi des demandes, sur les personnes qui sont résidentes à Dubaï. Tu as fait la nuance tout à l'heure entre la résidence et la provenance des fonds. Aujourd'hui, pourquoi c'est pas non plus forcément facile d'emprunter pour un résident? Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur ce sujet? Le mot-clé, c'est la stabilité. Donc, c'est la première chose que la banque va examiner et considérer. Donc, quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, ça fait pas 3 mois, il est en probation, non. D'accord. C'est pas possible. Quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise française, Sanofi, l'entreprise l'a transféré à l'interne ici. Je prends ses talons de paie de France et je continue ici. D'accord. C'est le même employeur, c'est juste un transfert. D'accord. La banque est ouverte à regarder, à considérer ce revenu parce qu'on voit que c'est stable. Ok. On a eu un exemple comme ça d'un client. Oui, exactement. Okay, exactement. Et on a réussi à avoir le crédit. C'était un transfert à l'interne de la même boîte. Exactement. Donc ça, c'est très important. Donc ici, c'est un peu différent pour l'approbation, la période d'essai. En France, c'est 3 mois, je pense. Oui. Ici, c'est 6 mois. La règle générale. Évidemment, les employeurs ont la liberté de réduire ou d'annuler complètement. Donc, on voit que, comme notre client, c'est écrit noir sur blanc, il est employé confirmé. À ce moment-là, il n'y a pas de probation. Mais la règle générale, pour, disons, 80% des employés, des salariés, la période de probation, c'est 6 mois. De là, la banque demande 6 mois de talon de paie, 6 mois de relevé bancaire et le certificat de salaire qui confirme qu'il est déjà passé l'approbation et il est maintenant un employé confirmé. D'accord. Donc, ça, c'est l'index ou l'indice de la stabilité. D'accord. Quelqu'un qui change d'emploi tous les 6 mois, c'est sûr que la banque ne va pas lui emprunter parce qu'il n'y a aucune stabilité dans son profil. On voit qu'il saute d'un travail à l'autre, d'un poste à l'autre, d'une compagnie à l'autre. Le troisième point, c'est le revenu faible. Le revenu faible. Ok. Quand on a un revenu de 10 000 dirhams, il y a 2 banques qui l'acceptent. D'accord. La majorité des banques exigent un minimum de 15 000 dirhams par mois. Ok. Donc, quelqu'un qui gagne 7 000, malheureusement, il n'est pas possible. D'accord. Donc, ça aussi, c'est un élément de refus. Pourquoi on pourrait refuser un salarié résident qui est, en théorie, la catégorie la plus sécurisée, soit qu'on change tout le temps, soit qu'on est en probation, soit que notre revenu est faible. D'accord, ok. Donc,
Quel est le profil, parce que là tu me donnes pas mal d'informations, mais selon toi, le profil de résident qui a le plus de chances, c'est quoi le meilleur profil à tes yeux? Donc, la catégorie qui a le profil le plus solide, ce sont les salariés résidents. Maintenant, quel salarié? Ce n'est pas n'importe quel salarié. Salarié d'une entreprise confirmée. Ok. Et ça arrive tout le temps. Tu sais, il y a mon ami a une entreprise, il a accepté de me donner un salaire fictif, etc. La banque va faire la vérification de l'employeur. Évidemment, ils ont une liste des employeurs déjà confirmés, on n'en discute pas. D'accord. Mais les petites entreprises, et ça c'est de plus en plus, il y a des banques qui font par défaut visite des lieux. D'accord. Donc ils vont se rendre, un représentant de la banque va se rendre à l'entreprise, au bureau de l'entreprise pour voir s'ils sont occupés, voilà. S'ils existent vraiment. Il y a une existence physique de l'entreprise. Donc voilà les salariés, ou comme j'ai mentionné, les salaires avec le faible salaire. Donc ça, c'est une difficulté assez considérable. Sinon, si l'entreprise est bien existante, tout est correct, tout est clean, il n'y a pas de raison pour que la personne soit refusée, à moins que cette personne-là a un mauvais historique de crédit. Il a des chèques qui ont rebondi. Il y a un défaut de paiement. Maintenant, on ne parle plus de l'employeur. On parle de lui. D'accord. Ce qu'on appelle dans notre jargon le comportement financier. C'est ça, sa note bancaire. Exactement. Ok, d'accord. Il y a le mot qu'on utilise, c'est délinquance. C'est un grand mot, mais dans notre domaine, on dit, même en France, quand on demande le bureau de crédit de quelqu'un, il n'y a pas un bureau de crédit comme en Amérique du Nord ou comme en Angleterre. On donne un certificat de non-délinquance. Ça veut dire qu'il a un bon comportement bancaire et financier. Voilà. Okay. Donc, s'il n'a pas de délinquance financière, il n'y a pas de souci. Moi, généralement, les cases sont cochées. Voilà. OK. Et alors, à Dubaï, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui sont en freelance. Est-ce qu'ils sont pénalisés? Est-ce qu'ils ont leur chance de leur côté? Est-ce que tu peux m'en dire plus ce sujet? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pénalisé, je n'utiliserai pas ce mot, c'est très fort. Mais est-ce que c'est une catégorie à part qui est un peu plus à risque? Oui. D'accord. Donc, les freelances, on parle des influenceurs, des gens, des modèles, des gens comme ça. Exactement. Oui, on va regarder leurs finances. Ça passe. Si tout est correct, on voit qu'ils font une bonne gestion de leurs finances, c'est-à-dire leur compte bancaire est en bonne forme. Ils ont vraiment de saving. On voit l'accumulation des fonds, on voit tout. Tout est clair. Ils ont leur comptabilité bien en place. Il n'y a pas de raison pour qu'ils soient rejetés. D'accord. Voilà. OK. Pour les entrepreneurs, c'est pareil, c'est les études des sociétés et des bilans. C'est pareil. Okay. Et un résident, donc, parce que tout à l'heure, tu disais pour un non-résident, en moyenne, il se fait financer à hauteur de 60% maximum, ou le restant dû si c'est sur un plan de paiement. Pour un résident, quelle est la hauteur maximum? Il peut se faire financer jusqu'à combien de pourcentage? Pour le off-plan? Non, pour 80%. 80%. Oui, 80%. Okay. On ne peut pas aller plus loin que ça. Il y a une modification pour le off-plan? C'est plus qu'un non-résident? Non, oui. Avec les résidents salariés, il faut toujours les deux. Ouais. Et il a un off-plan. On peut payer aux développeurs ce qu'on doit aux développeurs, aux promoteurs, et on peut récupérer une partie de l'argent. Il a déjà, lui, payé un... se refaire financer. Oui, ce qu'on appelle équité. OK. Mais il a ses conditions, l'équité. Donc, pour les salariés résidents, on peut aller jusqu'à 80%. Pour nous, les expats. Pour les locaux, les Émiratis, on peut aller jusqu'à 85%. D'accord, ok. Bon, ça va, le delta n'est pas énorme, ils n'ont pas non plus 100%. Quoi. Ah non, c'est illégal même. Ah bon? Oui, si on va dans les règles de la Banque centrale, on voit que c'est interdit. C'est illégal de financer un bien à 100%. D'accord. Donc, on est limité 60% pour les non-résidents ou le deuxième bien. Après, les non-résidents, c'est 60%, ou pour nous, les expats, pour la résidence principale, c'est 80%. Donc là, il faut vraiment faire attention. Un seul bien pourrait être financé à 80%. En résidence principale? Oui. D'accord. Et demain, si c'est un investissement pour l'investissement locatif? 60. 60% pour un résident? Voilà.
Ok. On ne peut pas résider dans 2 endroits, non? Non, on peut pas. Ok, d'accord. La logique est simple. Ok. Oui, non, mais je parlais C'est pas. un avantage Là, je sors réservé. du Donc côté c'est un résidence avantage. principale. Ouais, pour C'est la un résidence. avantage pour que les gens soient logés D'accord. avec des conditions maximales, optimales. Plutôt. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Alors pour l'investissement, il faut que je mette Il y a de ma plus poche. d'apports. Exactement. Et il faut que je participe avec la banque dans mon investissement. D'accord. Ok. Donc 40% pour l'investissement purement locatif. Ok. Exactement. Ok. Et c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent pour des résidents qui veulent se faire financer? Ne pas faire attention à leur gestion financière. Manquer des paiements ici, dépasser la limite de leur carte de crédit, ça crée des lignes rouges dans leur rapport de crédit. D'accord. Ça, c'est très grave. Les chèques retournés, le dépassement de crédit, avoir une période assez prolongée sans emploi. Ce sont tous des red flags. Ok. Il faut faire attention. Les erreurs, c'est de ne pas planifier. Ok. En fait, un petit peu comme partout, quoi. Exactement. Il n'y a pas une logique spécifique à nous ici. Okay, c'est vraiment global. C'est la même logique, le même mindset, la même approche. Alors, quelqu'un qui veut investir ici, à gauche, à droite, off-plan, je vends ici, je flippe, je fais ça. C'est s'éparpiller partout. Ça crée un désordre quelque part. Et dans le désordre, les banques n'aiment pas ça. D'accord. Ok. Très clair. Écoute, merci pour ces éléments. J'espère qu'on avance petit à petit, mais on répond aux nombreuses questions qui nous ont été posées. Avec plaisir. Si quelqu'un nous écoute et envisage un projet aux Émirats, qu'est-ce qu'il devrait préparer en priorité pour un financement bancaire? Me contacter. Projet immobilier, évidemment. Me contacter pour me poser ces questions, pour que je lui donne les informations pertinentes qui correspondent à son projet. D'accord. Et ça, je le fais tout le temps, sans aucun engagement, sans frais, parce que j'ai toujours cru que un client bien averti, qui a compris les jeux, c'est un client avec qui je peux conclure. Ok. Alors, quand on est bien éduqué, dans le sujet évidemment, on est bien averti, on a bien compris les éléments, la suite est facile. Donc, je conseille toujours les gens de commencer par me contacter. Ok. Et comme tu le sais, je retiens aucune information. Bien sûr, je suis très généreuse dans mon temps et dans mes conseils. C'est vrai. À éviter, on m'a dit, j'ai entendu, ChatGPT m'a dit ceci. C'est le pire. ChatGPT, c'est le pire. Il est vraiment pas à jour, même pour nous dans l'immobilier. On nous dit beaucoup de choses. Je dis, mais qui vous a dit ça? ChatGPT. Et il y a beaucoup de choses. Surtout qu'à Dubaï, les lois se mettent à jour très souvent. Tu me disais tout à l'heure, il y a une nouvelle loi pour le off-plan avec seulement 2 promoteurs. On va dans le bon sens, mais il y a toujours des nouvelles règles. Et souvent, ChatGPT est très loin d'être à jour, justement, sur tout ce qui se passe. Ouais. Même si, par exemple, l'information en tant que telle est correcte, est vraie, mais elle n'est pas applicable aux bons endroits. C'est vrai. Je te donne un exemple. Le projet, l'initiative que Dubaï a lancée, Premier Acheteur. Je ne sais pas si tu as entendu, c'est une promotion qui donne accès privilégié à quelques promoteurs, entre autres évidemment, et qui donne la possibilité de payer les 4% à DLD sur une carte de crédit. D'accord, ok, je ne savais pas. Voilà. Ok. Évidemment, pour les gens qui n'ont pas assez de cash, ou ils préfèrent mettre le cash dans l'apport, n'est pas dans les frais, ça c'est une solution. D'accord. Est-ce que c'est applicable à Sharjah? Non. Oui. ChatGPT me dit oui. Ah oui. Voilà les banques qui l'offrent. Voilà, il me donne 5 banques, ce qui est vrai. Voilà le pourcentage, ce qui est vrai. Voilà le comment, ça veut dire à travers une carte de crédit, ce qui est vrai. Mais mon client achète à Sharjah. Oui. Ce n'est plus vrai. Donc ces particularités-là, heureusement, il y a rien qui remplace le cerveau humain. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Non, c'est vrai. On ne sait pas dans le futur, mais jusqu'à aujourd'hui, ça prend un humain, un expert, quelqu'un qui donne les vraies réponses, peu importe que ce client va conclure ou pas.
Ok. Mais on se doit professionnellement, éthiquement, on se doit la bonne information et la vraie. C'est plus important, ouais. C'est vrai que je te remercie de te rendre disponible pour ces éléments. Mais voilà, si demain on a quelqu'un qui a toute question, le plus simple, c'est d'envoyer directement vers la personne professionnelle. Parce que même nous, on est limité, on connaît les grandes lignes. Et puis à force de te côtoyer... Vous filtrez un tout petit peu. Exactement. Oui, mais tu nous donnes des éléments. Mais après, si on doit rentrer dans du détail, et il y a toujours du détail, Bien sûr. on est obligé de les renvoyer vers toi. Avec plaisir. Alors, il y a une question qui nous revient souvent, tout le temps, c'est quel est le taux moyen sur les crédits à Dubaï? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour les résidents, ça se varie entre, je dirais, 4 et 5. Ok. Il y a des banques avec des conditions qui donnent 3,70. Il y a des banques qui donnent 5,5. Mais en général, c'est entre ces eaux-là, 4 et 5. Pour les non-résidents, entre 5 et 6. Donc, on a 4,99, ce qui est presque 5, et on a 6,5. D'accord. On a encore plus. Mais généralement, c'est entre 5 et 6 pour les non-résidents. D'accord. Ok. Bon, on est quand même un petit peu plus élevé que... Ok. Chaque chose a son prix. Exactement, c'est vrai. Après, on investit dans un marché immobilier qui fonctionne et performe beaucoup plus que le marché européen. Exactement. Donc, et l'argument est là parce que la plus-value dans une année est plus que 6%. Donc, si je paye 6%... C'est vrai. C'est vrai, en plus, tu as raison. En un an, les plus-values sont énormes sur la création de valeur, l'appréciation du capital du bien. Exactement. Donc si je paye 6 et je gagne 6... Ouais. On n'a pas de problème. Plus après, si on a des loyers... Après, on a les loyers, on a... Exactement. Exactement. Ouais. OK. Alors, sur la capacité d'endettement, on en a discuté. Donc, à Dubaï, pour un résident comme un non-résident, la capacité d'endettement est de 50%. De la hauteur de ses revenus. Oui. Ça, c'est on est généreux avec tout. Ouais. Alors, selon toi, est-ce que l'accès au financement aux Émirats va s'assouplir dans les prochaines années et va être de plus en plus facile? À mon avis, ça va devenir plus digital et fluide. Mais les règles resteront strictes, les règles d'éligibilité, ce qui est très bonne chose. Parce que ça, c'est le garant du marché, de la stabilité du marché et l'intérêt des investisseurs. Donc, les investisseurs veulent pas un marché volatile où les banques, par exemple, saisissent beaucoup de propriétés parce que ça débalance. Ça perturbe le marché. Je te donne un exemple. On sait que Dubaï a annoncé qu'en 2027, il y aura 100 000 propriétés, 100 000 appartements livrés. 100 000 nouveaux biens livrés. Voilà. Okay. Donc, 100 000. Disons que les banques prêtent l'argent à des gens qui ne sont pas solides, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas solvables. La banque va saisir les propriétés. N'est-ce pas? Saisir, ça veut dire la mettre en vente. Oui. Donc, disons, seulement 25 propriétés qui sont saisies par toutes les banques confondues. Seulement 25, ce qui n'est rien. Oui. 25 propriétés saisies, mises en vente. Ça perturbe. Le marché de 25%, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu veux dire 25 ou 25 000? 25 000. Oui, ok, oui. Ah oui, 25 000, c'est pas 25 propriétés, évidemment. Donc oui, sur 100 000, 25 000, non, c'est sûr, c'est énorme s'il y a un quart qui est saisi. Parce que ça sera renvendu à la baisse. Voilà, l'investissement immobilier ici, c'est très important. Oui, c'est le nerf de la guerre de Dubaï. Exactement, c'est le nerf de Dubaï. Et des Émirats en général, de plus en plus. Bien sûr. Donc imagine que le marché est perturbé de 25%, c'est le quart, c'est énorme. à cause des saisies. Alors, ça va bouleverser les études, ça va bouleverser le planning, ça va bouleverser tout le monde. On ne veut pas ça. De là, les banques évitent, coûte que coûte, de saisir et d'être obligées de vendre la propriété pour se faire payer. De là, dès le départ, on s'assure, les gens sont solvables, le prêt est éligible. D'accord. Ok, ouais, donc c'est vraiment sécurisé à 100% pour pas rentrer dans le côté conflictuel qui en plus alourdirait la justice à Dubaï sur le nombre de saisies, etc. Voilà. Et ça peut toucher la confiance des investisseurs aussi. Parce qu'un investisseur, il veut un marché stable, bien réglementé, bien rentable. Et voilà le garant de cette stabilité et de cette force-là. Donc, est-ce que ça va être plus facile? Non.
Ça va toujours rester comme il est, strict, ce qu'il faut. Okay. Mais peut-être plus fluide au point de point de vue opérationnel. J'ai Donc, compris. il y a déjà une banque qui génère un pre-approval généré par AI. D'accord, par intelligence artificielle, ok. Oui, c'est écrit. Okay. This pre-approval is generated from AI. Ok, d'accord. Donc, oui. De toute façon, ça, c'est Dubaï qui accélère tout le process et qui est très rapide. Exactement. Mais les règles sont toujours là. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se lancer par peur du refus de son prêt bancaire? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? D'accord, très bonne question. On ne perd rien à être refusé. C'est vrai. On a tout gagné à essayer. C'est vrai. En d'autres termes, moi je dis souvent, le non on l'a déjà, va chercher le oui. Exactement. Et si on se fait refuser, on saura pourquoi. Exactement. Et on aura l'occasion, c'est une occasion en or pour corriger la situation. Et ça arrive, l'employeur est blacklisté par exemple. Oui, je suis refusée parce que mon employeur est blacklisté. Si je change d'employeur, je serai oui, donc parfois ça peut nous faire. Mais si je ne fais pas la tentative, on ne peut pas savoir. Donc on va toujours rester là où on est, payer le mortgage du propriétaire de mon logement. Ok, merci pour le conseil. J'espère qu'ils l'appliqueront. Une dernière chose, Dina, si tu devais résumer en une phrase ce qu'il faut retenir sur le financement aux Émirats, quelle serait-elle? D'abord, je dis aux investisseurs, n'ayez pas peur. Ok. Donc, on est dans un marché très solide. On est dans un marché très rentable, bien réglementé, de plus en plus. Il n'y a pas de jeu en dessous de la table. Donc, c'est surtout ces éléments qui créent la peur et le manque de confiance. Donc, n'ayez pas peur. Le marché est très dynamique. Le moment où je me sens pas bien, où mon bien ne génère pas assez d'argent, etc., je vends aussi simplement et je m'en vais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours l'issue de la revente. Exactement. Le marché est super dynamique, là, tu sais. Il y a des propriétés qui sont vendues même avant qu'ils soient listés. En tout cas, merci beaucoup, Dina, d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart des questions que les gens se posent et que c'est un peu plus clair pour eux maintenant. Pour celles et ceux qui auraient des questions complémentaires, je mets mon lien en contact dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et si vous souhaitez être mis en contact avec Dina, qui est notre partenaire officiel aux Émirats pour le financement, évidemment, n'hésitez pas, on vous mettra en contact. On mettra sûrement un lien de contact également pour toi, Dina. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient venir échanger sur l'immobilier aux Émirats, pour tout sujet qui s'y rapporte de près ou de loin, vous pouvez aussi me contacter pour qu'on fasse des échanges comme celui d'aujourd'hui, qu'on puisse évoquer un petit peu. Ça peut être des expériences que vous avez eues, bonnes ou mauvaises dans l'immobilier. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous sur plusieurs sujets. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui nous font déjà confiance. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à l'équipe My Podcast de nous avoir aidés à préparer toute cette émission. Je vous dis à très bientôt. Merci Julien, merci de m'avoir invité, ça fait vraiment un plaisir et j'invite tout le monde à me contacter, à te contacter pour poser plus de questions et c'est toujours un plaisir de répondre à tout le monde. Merci beaucoup Dina, à bientôt. Merci, à bientôt.